La vérité atroce m'a frappé comme un vent glacial lorsque j'ai surpris ma femme Catherine dans les bras d'un autre homme, juste dans notre propre maison, sous les yeux de nos amis. Cette scène déchirante n'était pas seulement un coup dur, mais le début d'une chaîne d'événements destructeurs qui ont révélé des mensonges et des trahisons cachées pendant des années, me forçant à reconsidérer toute ma vie et à choisir le chemin d'une vengeance cruelle mais juste. La journée de travail touchait à sa fin. J'étais assis dans mon bureau confortable, d'où s'ouvrait une vue panoramique sur l'atelier étendu. Je terminais mes derniers rapports, mettant de l'ordre dans la documentation après un autre poste. Autour de moi, en bas, notre entreprise sidérurgique s'enfonçait progressivement dans le silence. Les lumières des machines s'éteignaient une par une, comme des étoiles disparaissant à l'aube, ce qui signifiait que les ouvriers se dépêchaient déjà vers le vestiaire, se préparant à rentrer chez eux. À ce moment, interrompant le calme, le téléphone a sonné. J'ai immédiatement reconnu la mélodie. C'était ma femme, Catherine. « Catherine, je t'écoute » ai-je répondu, en essayant de garder un ton calme, bien que dans mon cœur je pressentais déjà quelque chose d'urgent. « Que s'est-il passé ?»« Rien de spécial, Pierre » a retenti sa voix, un peu plus agitée que d'habitude. « Tu n'as pas oublié que nos amis viennent aujourd'hui ? Nous les recevons ce soir. »« Je m'en souviens, bien sûr » ai-je répondu en me frottant les tempes. « Mais il va falloir que je reste un peu plus longtemps. Il faut régler encore quelques questions importantes. »« Tout ira vite, ne t'inquiète pas, d'accord, l'important est de ne pas trop tarder, » a dit Catherine. « C'est pour ça que j'appelle. S'il te plaît, passe par le centre commercial en rentrant. Tu es en voiture. Achète du bon vin blanc sec, s'il te plaît. La dernière fois, tout le monde a apporté des alcools forts, et les femmes, tu comprends, n'aiment pas trop ça. » J'ai soupiré. « D'accord. Combien de bouteilles prendre ? » « Je pense que 3 bouteilles de bon vin blanc sec suffiront, » a raisonné Catherine. « Les filles ne boivent pas trop. Et Pierre, écoute, je te demande vraiment de te comporter un peu plus discrètement. Tes relations avec Stanislas ne plaisent pas vraiment aux gens. Même s'il vient avec sa femme Laurence à nos soirées, ce que vous faites paraît, pour le dire doucement, indécent et choque tout le monde. Pierre, nous en avons déjà parlé. » Dans la voix de Catherine est apparue une note d'irritation. « Je t'ai dit qu'entre moi et Stanislas il n'y a rien et qu'il ne peut rien y avoir. Et oui, je me comporterai plus modestement, parce que Laurence me regarde aussi, mais c'est complètement inutile. Nous sommes juste collègues, nous travaillons dans la même représentation de l'entreprise et rien de plus. Je ne vais pas te parler de toutes les possibilités de développement de votre soi-disant romance de bureau, mais je te préviens. Si j'apprends quelque chose qui confirme mes craintes, je ne ferai pas de scandale. Je tournerai simplement les talons et je partirai, et tu ne me reverras plus jamais. Et maintenant, excuse-moi, on m'appelle. » La conversation s'est brusquement terminée. Catherine a réfléchi. Les mots de Pierre avaient sonné comme un ultimatum. Il avait clairement fait comprendre que s'il découvrait son aventure avec Stanislas, il la quitterait. Mais elle ne voulait pas ça. Elle savait parfaitement que Stanislas n'avait pas vraiment besoin d'elle. Maintenant elle avait fermement décidé que cette liaison douteuse devait être arrêtée d'urgence et qu'elle ne communiquerait avec lui qu'en tant que partenaire d'affaires, bien qu'en secret elle n'excluait pas que certains privilèges dans leur relation pourraient subsister. J'ai terminé les petites tâches restantes, rangé soigneusement les papiers dans mon bureau et commencé à me préparer à rentrer. Dans mes pensées tournait l'idée que c'était quand même bien d'être chef. On m'avait récemment proposé de passer au siège central de l'entreprise pour un poste de responsable du département technique, mais quelque chose m'attirait irrésistiblement vers la production, vers le processus vivant. Je comprenais bien sûr que je ne pourrais pas refuser longtemps, et qu'à terme je devrais accepter cette promotion. Cependant, le travail dans un bureau moderne et propre avec des horaires réguliers me convenait parfaitement. À la fin du mois, il y avait parfois des heures supplémentaires, mais elles étaient très bien payées. Après être passé par le poste de contrôle, je suis sorti sur le grand parking. Je me suis approché de ma voiture, une berline argentée, j'ai ouvert la portière, je me suis assis au volant, j'ai mis la clé dans le contact, et le moteur a démarré au quart de tour. C'était toujours comme ça. Je surveillais soigneusement l'état technique de ma voiture. Après avoir laissé le moteur chauffer un peu, j'ai quitté le parking et me suis dirigé vers le centre commercial. Dans ma tête défilaient des pensées sur quel vin blanc sec choisir pour les femmes. Rien de précis ne me venait à l'esprit. J'ai décidé que je prendrais ce qui me plairait, et à la maison je dirais que c'était le meilleur. Bien que, en principe,
les vendeurs pouvaient toujours suggérer quelque chose. Je savais que dans ce centre commercial ils ne vendraient pas de marchandises de mauvaise qualité, car toute leur activité était sous l'étroite surveillance de la police municipale, et ils étaient régulièrement contrôlés. Étonnamment, je ne me suis pas attardé longtemps au magasin. Sur les étagères j'ai rapidement vu le vin blanc sec que préférait Catherine. Je me souvenais bien de son nom. J'ai pris 4 bouteilles, je les ai soigneusement emballées dans un sac, je suis retourné au parking, je me suis assis dans la voiture et je suis rentré à la maison. Le retard était minime, mais les invités étaient probablement déjà rassemblés dans notre grande maison à la campagne. La plupart d'entre eux travaillaient dans de petites entreprises où la discipline n'était pas très stricte. Ils pouvaient s'absenter à tout moment pour leurs affaires, sans se soucier du fait qu'il fallait d'abord faire le travail. Cependant, il faut reconnaître qu'ils accomplissaient quand même leur tâche principale, et quand des questions urgentes se posaient, ils pouvaient travailler sans week-end, se donnant entièrement à la tâche. Je roulais et je me souvenais comment, il y a longtemps, comme dans une autre vie, j'avais rencontré Catherine. Tout s'était passé très vite et naturellement entre nous. D'abord nous nous sommes fréquentés, nous avons passé par la période romantique des fleurs et des bonbons, puis nous avons commencé à vivre ensemble sans nous en rendre compte. Les années d'études à l'université ont filé rapidement, pleines de projets et de rêves communs. Puis Lucas est né, et seulement un an plus tard Théo. Et maintenant nos 2 fils étudient à la même université que Catherine et moi avions terminé autrefois. Ils avaient promis de venir pendant les vacances. Je soupçonnais que ce n'était pas qu'une promesse. Et peut-être que les fils avaient trouvé leurs petites amies et comptaient amener leurs futures épouses pour les présenter. Et cela signifiait un mariage prochain. D'abord celui d'un fils, puis de l'autre, ou peut-être les deux en même temps. Les dépenses matérielles pour les mariages ne m'effrayaient absolument pas. J'avais une excellente réserve financière. En son temps j'avais pris soin de cela, et Catherine n'avait jamais été dépensière. Nous vivions économiquement et avions réussi, avec l'aide de nos parents à tous les deux, tant qu'ils étaient en vie, à construire une grande maison à 2 étages à la campagne dans un lotissement résidentiel prisé. De plus, la maison de mes parents à la campagne, nous l'avions transformée en une charmante résidence secondaire où l'on pouvait vivre confortablement toute l'année. Il y avait l'eau courante centrale et un chauffage au gaz moderne. Enfin j'ai atteint notre maison. Je suis entré dans la cour, mais je n'ai pas garé la voiture dans le garage. Le temps était chaud, et le matin je prévoyais d'aller avec Catherine au marché acheter de la viande fraîche. Ayant fermé la voiture, j'ai pris les sacs avec le vin et je suis entré dans la maison. Je n'ai pas enlevé mes chaussures, je suis passé par l'entrée directement vers la porte du spacieux salon. Ce que j'ai vu m'a choqué jusqu'au fond de l'âme. Pendant quelques secondes j'ai même arrêté de respirer. Mon cœur s'est arrêté dans ma poitrine. Dans le salon, ayant poussé la table de côté, les invités étaient assis directement sur le tapis luxueux. Au centre du cercle se trouvait une bouteille. Évidemment, ils la faisaient tourner à tour de rôle, jouant à un jeu quelconque. À ce moment précis, Catherine embrassait passionnément Stanislas, qui lui rendait son baiser sans cacher son désir. Les invités, comme à un mariage, comptaient à l'unisson, 1, 2, 3. Stanislas, sans s'arrêter du baiser, tenait Catherine par la poitrine d'une main de manière cavalière. Tout cela se passait sous les yeux de sa femme Laurence, qui était assise un peu à l'écart avec un visage de pierre. Catherine s'est détachée de Stanislas, comme si elle sentait un regard sur elle, et m'a vu. Sans réfléchir, elle a souri et m'a fait un clin d'œil, comme pour dire « Regarde comme nous nous amusons bien ». J'ai jeté le sac avec les bouteilles de vin par terre avec fracas. Le verre s'est brisé avec un bruit assourdissant. Je me suis avancé au centre du cercle et j'ai donné à Stanislas un puissant coup de pied au visage. Il a été projeté quelque part vers le canapé et s'est tu, ayant perdu connaissance. En même temps, dans un accès de colère sauvage, j'ai donné une claque sonore à ma femme, après quoi, sans prononcer un mot, je me suis retourné et me suis dirigé vers la sortie. Dans la pièce s'est instantanément installé un silence de mort. Catherine, qui avait encore des étoiles devant les yeux à cause du coup, était abasourdie. Elle savait qu'avant l'université j'avais fait mon service militaire dans les troupes aéroportées et que j'étais très fort, mais elle ne s'attendait pas à une telle réaction. Ne comprenant pas tout de suite, elle a quand même sauté et s'est précipitée derrière moi. « Pierre, tu as tout mal compris. C'était juste un jeu », a-t-elle crié en me poursuivant. Mais quand Catherine est sortie dans la rue, ma voiture quittait déjà la cour, laissant derrière elle un nuage de poussière. Je ne savais pas ce qui se passait dans la maison après mon départ. Stanislas,
reprenant connaissance, s'est relevé avec difficulté. Catherine l'a emmené à la salle de bain pour le remettre un peu en ordre. Après s'être lavé tant bien que mal et avoir arrêté le saignement, Stanislas a découvert avec horreur qu'il avait perdu 2 dents de devant en bas et 3 en haut. Sa femme Laurence a seulement souri en regardant son visage défiguré. Et quand elle a appris tous les détails du jeu, elle a dit que s'il avait laissé cette soirée se prolonger et que j'avais appris encore plus de choses sur la façon dont ma femme bien-aimée flirtait avec son mari, alors probablement je lui aurais aussi cassé les dents à Catherine, et pas seulement donné une claque. Et maintenant je dois y aller, a déclaré Laurence en s'adressant à Stanislas. Mon cher mari, tu peux rester ici pour la nuit? À la maison je ne t'attends pas. Et si jamais tu reviens, sois gentil de me présenter un certificat attestant que tu n'as pas de maladie sexuellement transmissible. Laurence, qu'est-ce que tu dis? Comment puis-je rester dormir dans une maison étrangère? Stanislas bégayait en essayant de calmer son tremblement. Et si Pierre revenait soudain? Il a déjà tout mal compris, en prenant un simple jeu pour une sorte de perversion. Stanislas, il a tout compris absolument correctement, a rétorqué Laurence froidement. Exactement comme l'ont compris tous les autres. Quand vous vous embrassiez devant tout le monde, montrant à quel point vous étiez habile et expert. Sauf que tu n'es pas au courant que tout notre bureau parle depuis longtemps de votre romance de bureau. Quoi que vous fassiez pour vous cacher, tout le monde sait où et quand vous vous rencontrez. Seul Pierre ne le savait pas. Aujourd'hui j'allais lui ouvrir les yeux, bien que, comme je le vois, ses yeux se soient ouverts tout seuls. S'il te surprend dans sa maison avec sa femme, il aura toutes les raisons de te casser la figure, et personne ne le condamnera. Pendant que Laurence et Stanislas se disputaient, Catherine essayait en vain d'appeler son mari. Son téléphone était injoignable. Elle a découvert qu'il l'avait mise sur liste noire. Alors elle s'est adressée aux invités, qui étaient assis dans la pièce dans une confusion totale et le silence, pour qu'ils appellent Pierre. Mais le résultat a été le même. D'abord de longues sonneries, puis un message d'injoignabilité. En d'autres termes, Pierre avait bloqué tout le monde. Les tentatives d'envoyer des SMS se sont aussi révélées inutiles. Les messages partaient dans le vide, mais il n'y avait pas de réponse. J'ai quitté la maison, je me suis assis dans la voiture, et elle a démarré, comme toujours, au quart de tour. Je n'ai pas vu Catherine sortir en courant dans la rue pour essayer de m'arrêter. Quand j'ai parcouru quelques kilomètres, le téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Comprenant que je ne m'en sortirais pas aussi facilement, j'ai arrêté et j'ai mis le numéro de ma femme sur liste noire. Puis j'ai fait de même avec tous les autres appelants, devinant que Catherine avait demandé aux invités de m'appeler depuis leur téléphone. Après avoir roulé encore un peu, je me suis arrêté au bord de la route et j'ai réfléchi à ce que faire ensuite. La décision est venue d'elle-même. J'ai composé le numéro de mon vieil ami Gilles, avec qui j'avais travaillé autrefois. « Allô, Gilles » ai-je dit. « Pierre, ça fait 100 ans que je ne t'avais pas entendu. Je pensais que tu m'avais oublié. » La voix joyeuse de Gilles a retenti. « Dis-moi, tu ne t'es toujours pas marié. »« Mais qu'est-ce que tu racontes, Gilles ? » ?»« Je suis un célibataire convaincu, » a-t-il ri. « Tu connais ma nature. Donc je peux passer chez toi à n'importe quel moment, ai-je précisé. « Oui, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, » a répondu Gilles. « Alors j'arrive tout de suite. »« Tu habites toujours au même endroit, ai-je demandé. »« Et qu'est-ce que tu crois, j'ai des tas de villas ? Une seule maison, mais avec 5 pièces. »« Ça suffit pour tout le monde, » a plaisanté Gilles. « D'accord, j'arrive dans une quarantaine de minutes, ai-je dit. »« Pourquoi si longtemps ?» s'est étonné Gilles. « Je passerai par le centre commercial, j'achèterai quelque chose à grignoter. »« Tu n'es pas contre, ai-je proposé. »« J'ai déjà tout ce qu'il faut. »« Nous en avons assez pour 3 jours tous les deux, » a assuré Gilles. J'ai démarré la voiture et me suis dirigé vers la maison de Gilles. Une demi-heure plus tard j'étais sur place. Gilles avait déjà ouvert le portail, fait frire du lard juteux avec des épices aromatiques, coupé des légumes frais, de la charcuterie, du pain, et au centre de la table se trouvait une bouteille de vodka embuée. En me voyant, il a tout de suite demandé, « Alors, je comprends bien que quelque chose s'est passé ?»« Pas faux, » ai-je répondu en entrant dans la maison. « Quelle différence, comment je l'ai compris ?» a rétorqué Gilles. « Allez, assieds-toi, on va boire un coup, et ensuite tu nous raconteras tout. » Assis à table, les amis ont bu le premier verre, et j'ai commencé peu à peu à raconter ce qui s'était passé chez moi ce soir-là. Gilles a écouté attentivement, et quand j'ai fini,
il a dit pensivement, « Tu sais, Pierre, je fréquente une dame qui travaille avec ta Catherine. Elle est au courant de tout ce qui se passe dans leur bureau. Si tu veux, je vais tout savoir. Dès ce soir ou demain matin tu auras le tableau complet de ce qui se passe entre Catherine et Stanislas. Je ne savais pas que tu fréquentais des femmes, me suis-je sincèrement étonné. Pierre, je ne suis pas eunuque, a souri Gilles. Je suis un être vivant, un homme quoi. Je ne veux simplement pas me marier. Je ne peux pas vivre longtemps avec la même femme. Je commence tout de suite à regarder ailleurs. C'est ma nature. Je n'y peux rien. Il s'est tu, puis a ajouté, bref, reste ici pour l'instant, personne ne viendra, et je vais retrouver ma copine. Je reviendrai vers 1h du matin et je te raconterai tout. Sois tranquille, elle racontera tout ce qu'elle sait, car elle ne supporte pas l'injustice. Gilles s'est vite préparé, a appelé un taxi et est parti bientôt. Je suis resté seul. J'ai versé encore de la vodka, j'ai bu, j'ai grignoté ce qu'il y avait sur la table, et j'ai attendu. Comme promis, Gilles est arrivé la nuit. En entrant dans la cuisine où j'étais assis à table, il a dit fatigué, « Tu n'as pas bu ? Il y a de la vodka à volonté, des amuse-gueules en quantité. Tu n'as sûrement pas dîné non plus. » Je n'ai pas très faim, rien ne passe, ai-je répondu en baissant la tête. Je t'attendais, je pensais à ma vie passée. Maintenant, il semble qu'il faille tout recommencer. Et qu'as-tu appris, ai-je demandé avec impatience. Beaucoup de choses, mais la conversation sera longue, a répondu Gilles. Alors verse, buvons, et ensuite on parlera. Demain c'est samedi, week-end, et puis dimanche. On a le temps. Gilles et moi nous sommes assis à table. Gilles a versé la vodka dans les verres et a commencé son récit. Bref, je suis allé chez cette copine que je fréquente. Elle travaille avec ta Catherine dans la même représentation. J'ai appris ça par hasard quand je l'ai attendue à la sortie du travail, j'étais un peu à l'écart. Elle sort, et derrière elle Catherine. Je demande qui est cette copine qui marchait avec toi. Alors elle m'a dit que c'était Catherine et leurs collègues. Je n'ai pas fait semblant de la connaître, que je te connaissais, et je n'ai rien demandé. À l'époque je n'avais aucun intérêt. Et aujourd'hui je suis arrivé, elle m'attendait déjà, la table était mise. Nous n'avons pas longuement réfléchi, nous sommes allés sous la douche, puis dans la chambre. Ensuite nous avons bu quelques verres, et alors je lui ai demandé, « Dis-moi, tu te souviens de cette copine que nous avons vue quand je t'ai attendu à la sortie du travail ?» Elle dit, « Catherine, tu veux dire ?» Je dis, « Oui, Catherine. » Elle demande, « Et qu'est-ce qui t'intéresse chez elle ?» Elle est mariée, et son mari est un ancien parachutiste. Mais elle a aussi un soupirant. Il travaille avec nous. Si son mari l'attrape, il l'enterrera jusqu'à la taille. Je demande, et elle n'a pas peur de le tromper? Elle répond, difficile à dire, peut-être qu'elle a peur, mais elle trompe et depuis longtemps. Autant que je sache, ils se voyaient déjà à l'université, quand elle n'était pas mariée. Et puis, quand elle s'est mariée, ils se voyaient de temps en temps aussi. Et quand ils se sont rencontrés dans notre représentation, ils ont commencé à se voir plus ou moins régulièrement. Lui aussi est marié, et elle n'est pas libre. Mariée, je te l'ai dit. Elle ne t'a rien dit de plus? Ai-je demandé avec inquiétude. Écoute la suite. Ce n'était pas la fin, a continué Gilles. Pendant que nous parlions, le téléphone a sonné. C'était sa copine qui était en visite chez ta femme. Alors elle a raconté que, apparemment, la femme de ce même Stanislas, Laurence, comptait te révéler toute la vérité sur le fait que son mari rencontre depuis longtemps ta femme Catherine, que tu lui as cassé 5 dents aujourd'hui et que tu as donné une claque à Catherine. Alors, mon frère, peut-être que la police te cherche, si ce Stanislas a porté plainte. Et ta femme a pu porter plainte pour coups et blessures. Il y avait plein de témoins. Qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce que tu proposes? Ai-je demandé, déconcerté. Qu'est-ce que je peux proposer? Peut-être qu'on demande à un ami de m'aider? A proposé Gilles. Quand as-tu parlé avec lui pour la dernière fois? Je n'ai pas vu mon ami depuis longtemps, ai-je répondu. Il est probablement colonel maintenant. Non, il n'est pas arrivé au grade de colonel, il est encore lieutenant-colonel, a corrigé Gilles. Mais il travaille dans la police judiciaire. C'est sûrement lui ou son service qui t'aura cherché. Et mieux encore, appelle cette Laurence qui voulait t'ouvrir les yeux.
Peut-être qu'elle te racontera encore quelque chose que tu ne sais pas. En ce moment, toute information t'est précieuse. Il faut décider comment vivre ensuite. Gilles a fait une pause, puis a souri. D'ailleurs, ce que tu as vu, on aurait pu l'appeler un divertissement innocent, mais franchement, c'est douteux. Je ne comprends pas comment des adultes, qui ont déjà plus de 40 ans, jouent à la bouteille comme des enfants. Ça ne rentre pas dans ma tête. Autre chose s'ils jouaient au bridge ou au rami, s'ils peuvent faire des jeux intellectuels, mais à la bouteille, ils joueraient encore aux billes. Tu as probablement raison. Je vais appeler Laurence tout de suite, on verra ce qu'elle dit. J'ai pris le téléphone, j'ai trouvé le numéro de Laurence dans mon répertoire et j'ai appelé. Elle a répondu presque immédiatement. Laurence, il faut que je te parle, ai-je dit. Pierre, il faut que je te parle aussi, a répondu Laurence. J'espérais te voir aujourd'hui seulement quelques secondes. Tu es arrivé comme Jules César, tu as vu, tu as vaincu. Tu sais que tu as cassé 5 dents à mon mari? Tu as donné une bonne claque à ta femme. Mais franchement, tout ça est mérité, parce que Catherine et Stanislas se voient depuis qu'ils étaient à l'université, si ce n'est avant. Dis-moi, a-t-il porté plainte à la police ou pas? Ai-je demandé. Je ne sais pas. Je lui ai dit de ne pas rentrer à la maison, je l'ai laissé dans ta grande maison à la campagne. Ce qu'il fera ensuite ne m'intéresse pas. Il n'est plus mon mari. Ça ne me concerne pas, mais ça m'intéresse moi, ai-je objecté. Pour les dents cassées on peut m'arrêter. Pierre, ne t'inquiète pas, a calmé Laurence. Il est trop lâche pour porter plainte. Il sait que tu n'es pas seul, que tu as des amis, et que tout ça pourrait lui retomber dessus. Que peux-tu me raconter d'autre sur leur rencontre? Franchement, beaucoup, a répondu Laurence. J'ai appris la vérité. C'est sa copine du bureau qui m'a ouvert les yeux, curieusement. Catherine a apparemment marché sur les pieds de quelqu'un. Quelqu'un du bureau est venu me voir, a vérifié mon adresse email et m'a envoyé les informations. Si tu veux, je t'enverrai tout ce que j'ai. Il y a des photos et des documents. Bref, le dossier complet pour comprendre l'ampleur de leur amour. Ce serait bien, ai-je accepté. Je t'enverrai mes coordonnées sur mobile quand on aura fini de parler. Et je n'ai plus rien à dire. Bien qu'il y ait beaucoup d'intéressant dans les messages envoyés, mais une chose, tu as bien fait. Merci beaucoup. Ayant terminé la conversation, je me suis tourné vers Gilles. Tu vois, enfin tout s'est éclairci. Une chose est sûre pour moi, je ne vivrai plus avec Catherine. Maintenant j'ai un divorce sur la table. Je regarderai encore quels documents Laurence m'a envoyés. Peut-être qu'il y aura quelque chose d'intéressant en plus de leur relation personnelle. Et maintenant buvons encore un verre. Demain c'est week-end, on peut se détendre. Les amis ont bu. Ils ont grignoté, après quoi Gilles, en tant que maître de maison, a débarrassé la table. Puis il m'a dit, choisis n'importe quelle chambre, sauf ma chambre et le salon, et va te coucher. Le linge de lit est frais partout, tu peux en être sûr. Demain on discutera de tous les détails quand on se réveillera la tête claire. Pendant ce temps, Catherine était assise dans la cuisine vide de notre grande maison à la campagne, envahie par des pensées fiévreuses. Que faire maintenant? Elle avait perdu son mari, son amant, et aux yeux de ses amis elle paraissait maintenant déshonorée. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était que leur activité peu reluisante au travail avec Stanislas et leurs machinations financières puissent être mises au jour. Elle essayait de chasser cette pensée, se persuadant qu'ils avaient agi très prudemment et n'avaient laissé aucune trace. Le matin je me suis réveillé, j'ai sorti mon ordinateur portable que j'avais toujours avec moi, et j'ai vérifié mes emails. Il y avait un message de Laurence. En l'ouvrant, j'ai vu une vingtaine de fichiers joints. Parmi eux il y avait des photos compromettantes, prises à différents moments et endroits, ainsi que des rapports et des relevés. Sachant que Gilles avait étudié l'économie autrefois et s'y connaissait en finance, je l'ai réveillé et lui ai demandé de regarder ce que c'étaient ces documents. Après une demi-heure d'études approfondies, Gilles a déclaré sans appel, « Eh bien, mon frère, ta Catherine et Stanislas ont impunément volé l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Ces documents en sont la preuve directe. Et c'est déjà sérieux, bien plus sérieux que la simple tromperie. Donc les dents de Stanislas ne sont pas vraiment nécessaires. En prison il n'aura rien à ronger de toute façon. Tu es sérieux? » J'étais choqué. Dans quoi exactement? Tu penses qu'on peut vraiment les mettre en prison pour vol? Et quelle somme?
Le calcul des volumes est l'affaire de la police, a répondu Gilles. Il nous suffit de leur transmettre ces documents. Ils se débrouilleront tout seuls pour savoir qui a volé combien. Il y a clairement un détournement et les sommes, à en juger partout, ne sont pas petites. Catherine s'est réveillée le matin et a commencé à analyser la situation. Elle ne vivait pas dans les nuages, elle avait toujours été logique et pragmatique. Il lui semblait que je pourrais me calmer si je croyais que ce n'était qu'un jeu innocent à la bouteille et un moment d'égarement passager. Mais qu'est-ce que Laurence avait raconté exactement? Décidant de le découvrir, elle a composé le numéro de Stanislas. Au bout d'un moment, sa voix sifflante et étouffée a retenti dans l'écouteur. « Catherine, je t'écoute » a croassé Stanislas. Stanislas, Laurence a dit hier qu'elle attendait aussi Pierre et qu'elle comptait lui raconter quelque chose sur nous. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a pu savoir? Nous avons toujours été prudents, s'est insurgé Stanislas. Mais elle a dit quelque chose. Elle a clairement fait comprendre qu'elle savait pour notre tromperie, a insisté Catherine. Selon toi, à quel point est-elle au courant? Catherine, je ne peux penser à rien pour le moment, a explosé Stanislas. Il me manque 5 dents. Tout ce qui m'inquiète, c'est comment réparer maintenant ma mâchoire supérieure et inférieure. Tu as encore de la chance. Je t'avais dit que Pierre était un ancien parachutiste, bien que, comme on dit, il n'y ait pas d'ancien. Et il m'a aussi collé une telle claque que j'ai encore des sifflements dans les oreilles. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, a demandé Catherine, fatiguée. On ne fait rien, a coupé Stanislas. Toi de ton côté, moi du mien. C'est clair. En tout cas, je ne prévois pas de continuer une quelconque relation avec toi. Comprends-moi bien, mais après cette soirée, tout le bureau c'est probablement déjà pour nous, même si c'est le week-end aujourd'hui. Ça veut dire une chose, on se sépare. Et qu'est-ce que tu voudrais? A demandé Catherine avec sarcasme. Je pensais qu'en me séparant de ma femme, je me mettrais avec toi, et qu'on vivrait ensemble. Je pensais que Pierre te quitterait aussi, et j'allais faire en sorte que ça n'arrive pas. Mes enfants ne me comprendraient pas, et je n'ai plus 18 ans pour jouer à ces jeux-là. Au fait, qu'est-ce que tu as dit au médecin? Comment as-tu expliqué tes blessures? J'ai dit que j'étais tombé. Mes mains étaient occupées, je n'ai pas eu le temps de les tendre et je me suis cogné les dents contre quelque chose en métal par terre. Je ne sais pas exactement quoi, je n'ai même pas donné d'endroit approximatif. Il y a vraiment un tel endroit là-bas que le diable y perdrait sa jambe. Et ils ont cru. Stanislas répondait avec difficulté. Eh bien, pas tout à fait. Le policier de quartier est venu, a pris une déposition. J'ai écrit que personne n'était coupable, je suis tombé tout seul. Il a dit que ce serait classé sans suite, a chuchoté Stanislas. Et toi, comment ça va, a-t-il demandé. Il y avait un peu d'enflure, mais ça passe déjà, a répondu Catherine. Lundi je viendrai au travail sans trace. Et toi, tu viendras dans cet état? Sûrement pas. Je ne pourrai avaler que de la bouillie liquide avec une pipette, s'est plaint Stanislas. Voilà, donc Pierre t'a sérieusement touché. Catherine n'a pas pu cacher sa satisfaction. Plus que je ne pensais. J'avais même pensé lui envoyer la facture pour les soins. Mais j'ai peur que ses amis ne m'arrachent la tête. Et sans tête, tu comprends, c'est un peu compliqué à vivre. Ayant terminé la conversation avec Stanislas, Catherine a réfléchi à ce que Laurence avait pu savoir. Stanislas n'avait rien dit de concret, il avait seulement déclaré qu'il voulait ouvrir les yeux à Pierre. Pendant ce temps, Gilles et moi étions assis à table. Devant nous se trouvait une bouteille de vodka. Gilles, je vais divorcer d'elle, et c'est définitif, ai-je dit fermement. Peu importe si la raison est la tromperie ou un divorce par consentement mutuel, mais avec ce mariage c'est fini. Mais je ne vais pas porter plainte contre elle à la police. Je pense que tôt ou tard le propriétaire de l'entreprise ou la police se rendra compte tout seul que Catherine et Stanislas volent. Alors tu devrais prévenir Laurence pour qu'elle sache que tu ne comptes pas les poursuivre pénalement, a conseillé Gilles. Tu as probablement raison. Je vais l'appeler tout de suite. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de Laurence en composition rapide. Elle a répondu presque immédiatement. Bonjour, Pierre. Des problèmes? A demandé Laurence. Non, Laurence, pas de problème, ai-je répondu. J'ai simplement pensé et décidé, tout ce qui concerne ma femme, Stanislas et leur magouille ne me concerne pas. Mon affaire, c'est le divorce et mes enfants.
Je ne compte pas descendre à une petite vengeance, mais je suis sûr que celui qui t'a envoyé ce fichier le transmettra plus loin tout seul. Je n'interviendrai pas là-dedans. Tu sais, Pierre, quand j'ai appris tout ça, j'étais prête à les tuer tous les deux, a avoué Laurence. Mais maintenant je raisonne à peu près comme toi. Il sera probablement correct de simplement le mettre à la porte et de vivre seul avec les enfants. Qu'il paie la pension. De prison il n'y aura pas de gros versement. Lundi est arrivé. Dans la représentation de l'entreprise on ne parlait que de cette fameuse soirée chez Pierre et Catherine. Catherine répondait aux questions de manière laconique, en essayant de paraître le plus indifférente possible, mais beaucoup s'intéressaient à savoir où était passé Stanislas. Pendant ce temps, le directeur de l'entreprise, Serge, a reçu un email. Il décrivait en détail toutes les magouilles financières commises par Catherine et Stanislas. L'expéditeur était inconnu, mais le directeur, étant un économiste solide, a rapidement compris le schéma des détournements. Il n'a rien entrepris lui-même, mais a appelé l'avocat et lui a demandé de transmettre le dossier à la police. La police est arrivée dès le mardi. L'avocat, qui avait auparavant travaillé dans le service de sécurité économique et de lutte contre la corruption, savait quoi faire. L'expérience lui disait que maintenant Catherine et Stanislas n'auraient plus de joyeuses soirées et de flirt au travail. Le mercredi, Catherine a été convoquée dans le bureau du directeur. Il y avait des policiers en train d'effectuer une vérification. On lui a proposé de s'asseoir. Devant elle on a posé une pile de papiers et on lui a demandé « Pouvez-vous expliquer ces documents et dire où est parti l'argent ?» Notre vérification montre que ce compte appartient à vous et à votre amant Stanislas. D'ailleurs, comment se remet-il après que votre mari lui a donné un coup de pied au visage pendant la soirée? Catherine a dit quelque chose, ou plutôt a essayé de dire, mais les mots ne sortaient pas de sa bouche. Elle ne s'attendait pas à ce que la police découvre si vite ce que, lui semblait-il, elle et Stanislas avaient bien caché. Enfin, rassemblant ses forces, elle a répondu « Je ne sais pas ». C'est Stanislas qui a tout inventé. Il remplissait tous ses rapports, et je ne faisais que les signer, mais je sais qu'il a ouvert des comptes en banque à mon nom. Je lui ai donné procuration pour qu'il puisse gérer ce compte. Je ne sais pas s'il y a de l'argent ou non. Et quand votre Stanislas reviendra au travail? A demandé l'enquêteur. Nous ne communiquons pas, a répondu Catherine. Je l'ai appelé une fois dimanche après la soirée, pour savoir comment il allait. Il a dit qu'il avait été hospitalisé et qu'il lui manquait 5 dents. Mais il n'a rien porté plainte à la police. Il a dit qu'il était simplement tombé. Donc aucune plainte n'a été déposée contre mon mari. Et où trouver votre mari? A continué l'enquêteur. Ça non plus je ne le sais pas, Catherine a haussé les épaules. Probablement au travail, parce qu'il ne dort pas à la maison, et je ne connais pas tous ses amis, et il ne répond pas. Moi, Pierre, j'avais été convoqué chez le directeur dès lundi. On m'a proposé le poste de directeur adjoint de la production. Le directeur Serge m'a dit, « Pierre, tu travailles depuis plusieurs années dans notre entreprise sidérurgique. Tu as en fait passé par toutes les étapes de la production. Tu connais le travail de tous nos ateliers sur le bout des doigts. C'est à toi que nous pouvons confier tout ça. Le poste est bon, mais aussi responsable. Je suis sûr que tu t'en sortiras brillamment. Quand puis-je commencer? Ai-je demandé. Dès aujourd'hui, a répondu Serge. Transmets tes affaires à ton adjoint. Mardi tu occuperas le bureau de directeur adjoint de la production. Constantin Ivanovitch part à la retraite et refuse catégoriquement de prolonger son contrat. Il dit, les gars, j'ai fait mon temps, et maintenant la pêche d'hiver va commencer, et je ne veux pas la rater. Donc, Pierre, bienvenue dans la haute direction. C'est ce que j'ai fait. Je suis retourné à l'atelier, j'ai appelé mon adjoint Oleg, j'ai réprimandé un tourneur négligent pour un défaut et j'ai dit, alors, Oleg, prends mes affaires. En général tu sais tout. T'expliquer ne ferait que perdre du temps. Dans l'atelier on te connaît et on te fait confiance. Tu viendras maintenant aux réunions de 5 minutes à la direction. Pierre, je ne comprends pas, Oleg était abasourdi. Et l'ordre de nomination? Et qu'est-ce que l'ordre? Il y aura un ordre. Ce n'est pas un problème. Les papiers seront tous faits. À partir d'aujourd'hui tu es chef d'atelier. Pour le poste de ton adjoint, choisis quelqu'un toi-même. Je te fais confiance. Et toi, tu montes en grade. Oleg ne cachait pas sa surprise. Eh bien oui, Constantin Ivanovitch ne veut pas rester,
il veut partir à la retraite. Il a besoin de repos. Tu sais, il a peut-être raison. On ne gagne pas tout l'argent du monde, même si on s'obstine. Aujourd'hui après le travail on ira dans notre café, le coin cosy, on s'assiera, on boira un verre. Je fêterai ma promotion, toi ta nouvelle nomination. Mais je suis en voiture, et toi aussi, ai-je objecté. Ce n'est pas grave, je garerai la mienne sur le terrain de l'usine, et je rentrerai à pied. J'habite pas loin chez mon ami Gilles en ce moment. Et toi, je vois, tu fais le grand seigneur. Tu es à 5 minutes à pied de chez toi. D'ailleurs, il faut que je m'absente un moment. Je reviendrai vers 4 heures. Tu me couvres? Pas de problème, a répondu Oleg, se réjouissant déjà de la promotion à venir. Après le déjeuner je me suis dirigé vers le cabinet juridique. Il n'y avait pas beaucoup de monde, et bientôt on m'a invité dans le bureau. J'ai expliqué que j'avais une question concernant le divorce. L'avocate Anne a répondu, c'est exactement ce genre d'affaires que je traite. Racontez-moi. J'ai exposé la situation en détail, en essayant de ne rien oublier. Anne a écouté attentivement, a posé quelques questions de clarification et a demandé, sur quelle base voulez-vous divorcer? Que entendez-vous par là? Allez-vous demander le divorce pour cause d'adultère ou pour désaccord irrémédiable? Ça m'est égal. L'important est de divorcer, ai-je dit fermement. Je propose d'indiquer des accords irrémédiables, a conseillé l'avocate. La cause d'adultère exige des preuves irréfutables, et celles que vous avez sont subjectives, le tribunal n'en tiendra pas compte. Les photos et les témoignages d'amis c'est bien, mais pas toujours suffisant. Dans le cas de désaccord irrémédiable la procédure sera plus rapide et moins douloureuse. Ayant laissé tous les papiers et procurations nécessaires, je suis retourné à l'usine. Dans l'atelier Oleg m'a accueilli. Tout va bien, Pierre, personne ne t'a cherché, m'a-t-il dit. Mais les gars disaient que quand ils revenaient du déjeuner, ta Catherine était dehors. On dirait qu'elle t'attendait. Et où est-elle allée? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue moi-même, ai-je répondu. Compris. Je vais garer la voiture sur le terrain de l'usine. Sinon elle va me gâcher toute la soirée. Il t'est arrivé quelque chose, a demandé Oleg avec inquiétude en voyant mon visage sombre. Je divorce d'elle, tu te rends compte? Vendredi je rentre à la maison. Nos invités sont assis par terre, et elle embrasse son amant Stanislas à pleine bouche sous les yeux de sa femme et de tous les autres. Je n'ai pas pu retenir ma colère. Et qu'est-ce que tu as fait? A demandé Oleg en ouvrant grand les yeux. Je n'ai pas pu me retenir. Je lui ai collé un coup. Elle en a eu un peu aussi. J'ai serré les poings. Un peu, aurait pu tuer quelqu'un. A sursauté Oleg. Là tu as raison. Dans la colère je ne me contrôle pas toujours. Résultat, Stanislas a perdu 5 dents et, semble-t-il, il est maintenant à l'hôpital. Le mardi j'ai pris mes fonctions de directeur adjoint de la production. Le travail n'était pas difficile pour moi. Je le connaissais sur le bout des doigts. Konstantin Ivanovitch a passé toute la journée avec moi, m'expliquant les subtilités de la gestion et les particularités des interactions avec les autres services, puis il a dit au revoir et est rentré chez lui, anticipant un repos bien mérité. Je suis allé voir le directeur Serge. Alors, Pierre, tu ne vas pas me raconter la soirée que vous avez eue vendredi, a demandé le directeur en me regardant d'un air pénétrant. Et qu'est-ce qu'il y a à raconter aujourd'hui? Tout le monde en ville semble en parler, ai-je répondu, comprenant qu'il était inutile de cacher quoi que ce soit. C'est exactement comme ça que j'ai appris, a confirmé Serge. Qu'est-ce que tu comptes faire? Divorcer. Je prépare déjà les documents pour le tribunal, ai-je répondu. Ne te presse pas, a conseillé le directeur. Ta Catherine a des problèmes bien plus sérieux que le divorce. Nos braves forces de l'ordre vont la serrer. On t'a demandé? Qui a appelé? L'enquêteur qui mène l'affaire. Il veut te rencontrer. Je dois aller le voir, ai-je demandé. Ce n'est pas obligatoire. Tu ne travaillais pas à l'entreprise, ce n'est pas nous qui avons été volés. S'il a besoin de toi, il viendra lui-même. Demain Catherine sera interrogée, et après ça ils décideront si on a besoin de toi ou non. Je te conseille, tant qu'il y a du temps, de transférer tous les biens à ton nom ou à celui des enfants. Si Catherine est reconnue coupable, tout pourrait être confisqué. J'ai remercié le directeur, je suis sorti de son bureau et j'ai appelé Laurence, je lui ai raconté les nouvelles sur le déroulement de l'enquête.
Elle a répondu, Pierre, je sais, ici c'est le deuxième jour qu'il y a tout ce remue-ménage. Le directeur a raison, mieux vaut se prémunir. J'ai un notaire de connaissance. Je vais lui parler et transférer tous nos biens à mon nom et à celui des enfants. Et toi au tien. Comment, s'est étonné. Allons à l'hôpital, et Stanislas signera tout là-bas. Il ne pourra pas s'en sortir, a dit Laurence avec assurance. Sinon Stanislas pourrait se retrouver à la rue. Je ne le laisserai pas rentrer à la maison. Il ne me sert à rien. J'ai déjà préparé les documents pour le divorce, aussi pour cause de désaccord irrémédiable. Moi aussi. Mon avocat prépare actuellement la requête, ai-je dit. On ne peut pas divorcer par l'intermédiaire de l'état civil, a demandé Laurence. Dans mon cas non. Catherine va probablement résister et ne donnera pas le divorce. Et si elle est condamnée, personne ne lui demandera son avis, ai-je répondu. Mais c'est quand même par le tribunal, a remarqué Laurence. On verra comment les événements se dérouleront, a conclu. L'important est d'agir vite et avec détermination. Le mercredi, dans l'après-midi, alors que j'étais dans mon bureau, Catherine a appelé. Pierre, on peut parler? Sa voix sonnait inhabituellement abattue. À quel sujet, ai-je demandé froidement. J'ai des problèmes sérieux, a-t-elle avoué. Probablement pas seulement toi, mais aussi ton Stanislas, ai-je remarqué avec ironie. Oui, on s'en est pris à nous deux. La police a découvert que nous avions commis des détournements dans l'organisation. Catherine retenait à peine ses larmes. Donc c'est vrai. Ma voix est devenue encore plus ferme. Pas tout à fait. Je n'ai pas volé. Stanislas m'a convaincu d'ouvrir un compte à son nom à la banque, et je lui ai donné procuration. Il s'est avéré que les rapports que je signais étaient falsifiés, et l'argent était transféré sur le compte que je lui avais ouvert. Je ne savais rien. Catherine essayait de se justifier. C'est-à-dire que tu veux dire que tu n'étais pas au courant? Je ne la croyais pas, mais c'est vraiment le cas, s'est exclamée Catherine. La prochaine fois fais plus attention à ce que tu signes, ai-je articulé. D'ailleurs, depuis combien de temps voyais-tu Stanislas dans mon dos? Honnêtement, parce que je ne compte pas t'aider. Si tu vas en prison, je n'apporterai même pas de colis. Pourquoi ça t'intéresse? Catherine était surprise par une telle franchise. À mon avis, je me suis exprimé très clairement. Ça ne te plaira pas, mais je veux entendre la réponse, ai-je insisté. Nous nous voyons déjà à l'université, puis nous nous sommes séparés. Stanislas s'est marié, mais ensuite nous avons recommencé à nous voir, a reconnu Catherine. C'est-à-dire que tu étais déjà ma femme et tu allais le voir? J'ai ressenti une nouvelle vague d'amertume. Oui. Aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi je faisais ça. Il fallait rompre avec lui tout de suite. Catherine a manifesté pour la première fois un repentir sincère. Tout est clair. Et maintenant le principal. Combien avez-vous volé et comment comptez-vous rembourser le préjudice ou l'argent est-il déjà dépensé? Je suis passé aux choses sérieuses. Je n'ai pas vu cet argent. Que Stanislas rembourse, a répondu Catherine. Parfait. Ce qui m'inquiète, c'est que le tribunal ne confisque tous les biens. Une partie est à ton nom, une partie à nous deux. Je vais insister sur le partage pour ne pas prendre de risques. Tu transfères volontairement la grande maison à la campagne à mon nom. La maison de campagne familiale est déjà à moi. La voiture, on la mettra au nom du fils. De toute façon tu ne conduis pas. Il n'y a pas de temps pour réfléchir. Décide vite, avant que les biens soient saisis et qu'il soit trop tard pour faire quelque chose. Ayant terminé la conversation avec moi, Catherine a réfléchi. Dans mes paroles il y avait de la vérité, si on les condamnait, on pourrait effectivement leur confisquer tous les biens acquis à la sueur de leur front. Donc il était logique de finaliser le divorce avant le tribunal pour sauver quelque chose pour les enfants. D'un autre côté, elle comprenait qu'elle m'avait perdu pour toujours. Il n'y avait pas de retour en arrière. Je ne lui pardonnerai jamais. À ce moment-là, Stanislas avait quitté le centre médical et était en arrêt maladie. Il vivait chez un de ses connaissances, car Laurence ne le laissait pas rentrer à la maison. Elle avait déclaré, « Tu n'es personne ici et tu n'as rien ici. Va chez Catherine. Peut-être qu'elle t'hébergera. » Mais, autant que je sache, elle aussi a transféré tous ses biens à son mari et aux enfants, donc elle n'a ni maison ni foyer. Cependant, Stanislas n'a pas longtemps profité de sa liberté. Il a été convoqué pour un interrogatoire,
Puis, compte tenu de l'absence de domicile fixe et du risque de fuite, il a été placé en détention. Déjà après 3 jours dans le centre de détention provisoire, il a reçu le surnom de « siffleur » à cause de ses dents cassées et de sa diction particulière. La cellule dans laquelle on a placé Stanislas était destinée aux primo-délinquants, mais elle était étouffante et exiguë. La pièce était surpeuplée. Ceux qui n'avaient pas de place sur les lits devaient dormir par terre, ce qui provoquait des conflits constants. Stanislas, qui s'était bien reposé à l'hôpital, se trouvait dans la cellule en attendant les actes d'instruction. Un enquêteur est venu le voir et a commencé à l'interroger sur ses affaires. Au début, Stanislas s'est débattu, essayant de rejeter la faute sur Catherine, mais sans succès. Catherine, plus astucieuse et prévoyante, tout de suite après son interrogatoire en tant que suspecte a engagé un avocat et a suivi les conseils de spécialistes juridiquement compétents. On lui a expliqué que pour obtenir des circonstances atténuantes il fallait conclure un accord préalable avec l'enquête. Et si l'accord est signé, mieux vaut parler honnêtement et révéler toute la vérité. C'est ce qu'elle a fait, en fournissant des témoignages détaillés. Donc l'enquête n'était pas intéressée par ce que dirait Stanislas, tout était déjà clair. La seule chose qui les intéressait vraiment, c'était ses magouilles à son ancien lieu de travail. Une vérification de cet aspect a commencé. Ce à quoi Stanislas ne s'attendait pas. Le directeur de son ancienne entreprise a confirmé qu'ils avaient des soupçons concernant Stanislas, mais qu'on n'avait pas trouvé de preuves à l'époque. Il a fourni les résultats d'un audit qui n'avait pas non plus révélé de détournement. Cependant, comme moins de 3 ans s'étaient écoulés depuis le licenciement de Stanislas, on a ordonné une nouvelle vérification approfondie de la comptabilité. 2 jours plus tard, la chef comptable, qui travaillait dans l'entreprise depuis plus de 15 ans et connaissait tous ses secrets, a soudain disparu. On l'a déclarée recherchée, mais sans succès. Bientôt Stanislas a craqué aussi. Il a déclaré, citoyen enquêteur, toutes les méthodes de détournement d'argent dans les entreprises je les ai apprises de la chef comptable de mon ancien lieu de travail. C'est une femme rusée. Sans son aide et ses conseils je n'aurais rien pu faire. Déjà ici, dans la nouvelle entreprise, pour sortir l'argent et truquer les rapports j'ai dû impliquer une autre employée de la comptabilité, en plus de Catherine. Et comment avez-vous fait, a demandé l'enquêteur. C'est simple. Elle préparait à l'avance l'ordre de paiement à la banque, et, ayant accès au cachet de l'entreprise, elle contrefaisait soigneusement les signatures du directeur et de la chef comptable. De plus elle avait accès aux clés électroniques. Périodiquement elle transférerait des sommes sur le compte ouvert au nom de Catherine. C'est élémentaire. Je ne voulais pas apparaître. Elle, la pauvre, ne comprenait pas ce qui se passerait si on découvrait que l'argent partait sur son compte. Et moi je n'étais pour ainsi dire pour rien. Propre, n'est-ce pas? Et comment lui avez-vous expliqué la nécessité d'ouvrir un compte à son nom? A précisé l'enquêteur. Je lui ai dit que je cachais de l'argent à ma femme. Prétendument qu'un jour ma femme et moi divorcerions, et alors je viendrais chez Catherine et je vivrais avec elle. C'était facile. Elle a toujours été naïve et me faisait confiance. Aviez-vous vraiment l'intention de vivre avec Catherine? A demandé l'enquêteur. À quoi bon? J'étais bien avec ma femme. Je ne comptais pas divorcer. Bien que notre liaison avec Catherine ait duré de longues années, c'était simplement pratique, rien de plus. Au cours de l'enquête Stanislas a nommé tous ceux qui étaient impliqués dans le détournement de fonds. Les complices n'étaient pas nombreux, et le préjudice, selon lui, était insignifiant. Donc Stanislas pouvait compter sur une peine allant jusqu'à 10 ans de prison. Compte tenu du fait qu'il avait volé non seulement dans cette entreprise, mais aussi à son précédent lieu de travail, avec les mesures prises le préjudice causé aux entreprises a été en grande partie remboursé. L'affaire concernant la chef comptable qui s'était enfuie a été séparée en une procédure distincte. Catherine, dont toute la vie s'était effondrée en un instant, continuait à aller mécaniquement au travail. Elle a remarqué qu'on ne lui faisait plus confiance, même ses amis. Celle qui venait souvent chez elle autrefois, quand elle vivait avec moi, l'évitait maintenant, en détournant le regard. Elle comprenait qu'elle était seule responsable de ce qui s'était passé. En même temps elle était reconnaissante à mon égard pour le fait que je ne l'avais pas mise à la rue et que je lui permettais de voir les enfants. Je venais chercher les enfants après l'école, je les ramenais à la maison, je les nourrissais, je les aidais à faire leurs devoirs. Quand les enfants allaient se coucher, je partais dormir ailleurs, Catherine ne savait pas exactement où. Encore pendant l'enquête elle m'avait dit, « Pierre, j'ai transféré ma part de l'appartement aux enfants, mais pour signer les documents il faut ta présence,
et je comprends que tu puisses me mettre à la porte. Pas tout à fait, ai-je répondu. Tu es la mère des enfants, et on ne t'a pas encore retiré l'autorité parentale. En tant que mère, tu as le droit de vivre au lieu de résidence de l'enfant. Cela correspond aux exigences de la loi. Je suis prêt à aller chez le notaire avec toi à n'importe quel moment pour régler les formalités de transfert. Mais toi aussi tu peux vivre au lieu de résidence, jusqu'à ce que nous soyons officiellement divorcés. Mais je ne resterai pas ici. J'y réfléchirai. Catherine a été surprise par mon calme. Bien que l'endroit où je dors me convienne aussi. Mais toi tu dois te lever tôt le matin pour emmener les fils à l'école. Et d'ailleurs, ne doute pas, les 2 fils sont les tiens, ai-je dit. Je le sais, j'ai fait un test ADN. Il fallait que je m'assure qu'ils sont mon sang, mes héritiers. Dis-moi, pouvons-nous nous réconcilier, a demandé Catherine avec espoir dans la voix. Et toi, qu'en penses-tu? J'ai jeté sur elle un regard indifférent. Je sais que je t'ai fait du mal, a murmuré Catherine. Qu'est-ce que tu sais de ma douleur? Ma voix sonnait sourde. Je t'aimais. Je t'aimais beaucoup et je ne comprends pas pourquoi tu nous as fait ça. Pourquoi as-tu détruit tout ce que nous avions? Pourquoi je ne peux pas t'expliquer ça maintenant? Catherine a baissé les yeux. Et quand pourras-tu? Quand pourras-tu? Il y avait du désespoir dans ma voix. Probablement jamais. Je sais seulement que je suis coupable envers toi de tout. Le 11e jour, on a apporté à Catherine une convocation au tribunal à laquelle était jointe la requête en divorce. Elle a étudié attentivement les documents et a noté que la question du partage des biens n'y était pas mentionnée. Au moment de l'audience, Catherine avait déjà transféré tous ses biens à mon nom et à celui des enfants, et en fait il ne lui restait rien. Elle essayait de garder son calme en attendant le tribunal, mais elle ne savait pas ce qu'elle allait dire. Elle comprenait une chose, je n'abandonnerai pas le divorce. Peut-être que j'essayerai de lui prendre les enfants. C'est sur eux que Catherine plaçait ses espoirs. Dans nos tribunaux il était courant de laisser les enfants avec la mère. Cela signifiait qu'elle pourrait vivre avec eux jusqu'à leur majorité. C'est à cela qu'elle comptait. Cependant elle comprenait parfaitement que même s'ils restaient sous le même toit, je ne reviendrais jamais vers elle. Avec le temps Catherine a réalisé qu'elle n'était attirée par aucun autre homme. Elle n'avait besoin que de moi. Mais elle ne pouvait plus me récupérer. Au tribunal Catherine est venue dans une tenue discrète avec un minimum de maquillage, pour ne pas avoir l'air provocante et donner l'impression d'une femme repentante. Elle répondait aux questions brièvement, en essayant de ne pas entrer dans les détails. Elle a confirmé qu'elle avait effectivement vu Stanislas, mais a souligné qu'elle ne l'avait jamais aimé et que c'était une erreur de sa jeunesse. Elle a dit que le motif du divorce indiqué par le demandeur n'était pas l'adultère, mais des désaccords irrémédiables. En quoi s'exprime-t-il, a demandé le juge en s'adressant à moi. Le demandeur a expliqué, le tribunal ne sort pas du cadre des demandes si elles ne sont pas formulées selon la procédure établie. Vous avez compris? Oui, votre honneur, a répondu Catherine. Je demande qu'on nous accorde un délai pour nous réconcilier. Nous avons des enfants que je veux garder avec moi. Les enfants ont-ils été convoqués pour donner des explications, a demandé le juge. Non, votre honneur, on n'en a pas parlé, et on ne m'a pas demandé de les amener, a répondu mon avocate Anne. Dans ce cas l'audience est reportée, a décidé le juge. La prochaine fois les enfants doivent être présents. Les services sociaux sont également chargés de préparer un rapport sur la possibilité pour les enfants de vivre avec chacun des parents. Tout est clair pour tout le monde. Le tribunal déclare une suspension. Je me suis adressé à mon avocate. Anne, vous avez pu omettre le fait que j'ai des enfants. C'est mon erreur, je le reconnais, a répondu Anne. Mais nous allons la corriger. À la prochaine audience le tribunal prendra une décision de divorce ou accordera encore 3 mois pour la réconciliation. C'est le tribunal qui décide. Mais nous renforcerons notre position. Ne vous inquiétez pas, quelques jours plus tard, des représentants des services sociaux sont venus dans notre grande maison à la campagne où vivaient Catherine et moi. Ils ont rédigé un procès-verbal sur la résidence des mineurs, ont examiné les conditions de vie des enfants, ont été satisfaits et ont conclu que les enfants pouvaient vivre à parts égales aussi bien avec la mère qu'avec le père. Cela n'a pas plu. J'ai compris que les fils pouvaient être laissés à Catherine, et qu'on me réclamerait simplement une pension alimentaire. Lors de l'audience suivante, mon avocate a informé le tribunal que Catherine faisait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds dans l'entreprise. Elle risquait une responsabilité pénale pouvant entraîner une privation de liberté.
Cela a influencé la décision du tribunal. Les enfants m'ont été confiés. Cependant je n'ai pas demandé de pension alimentaire à Catherine. J'ai dit, Monsieur le juge, je gagne suffisamment et je pourrai subvenir aux besoins de mes enfants sans aide matérielle extérieure. Si Catherine le souhaite, elle peut ouvrir des comptes aux enfants à la banque et y transférer de l'argent, mais je n'insisterai pas là-dessus. Le juge a répondu, ce sont déjà vos affaires. Le tribunal ne les examine pas, car de telles demandes n'ont pas été formulées. Le tribunal s'est retiré pour délibérer. J'attendais que le juge prononce le divorce. Cependant, à ma grande surprise, le tribunal a décidé d'accorder aux parties 3 mois pour se réconcilier, en se fondant sur l'intérêt des enfants et la préservation de la famille. La seule chose que j'ai obtenue, c'est que les enfants me soient confiés pendant la période de réconciliation. 3 mois se sont écoulés. Catherine et moi nous sommes de nouveau retrouvés dans la salle d'audience. Le juge a vérifié s'ils s'étaient réconciliés, constatant que non, a prononcé le divorce. Les autres questions n'ont pas été examinées, car elles avaient été réglées lors des audiences précédentes. 1 mois plus tard a commencé le procès pour le détournement de fonds par l'intermédiaire de l'organisation. Je n'étais pas présent au tribunal, mais on m'a raconté comment tout s'était passé. Les audiences ont duré plusieurs semaines. On amenait régulièrement Stanislas au tribunal, qui décrivait en détail et avec un sifflement le schéma des détournements. Il a pleinement reconnu sa culpabilité, et le tribunal lui a fait une concession en lui infligeant 5 ans de prison sans confiscation de biens, mais avec le paiement d'une amende. Catherine a aussi été reconnue coupable, mais grâce à son accord préalable avec l'enquête et à sa coopération active, on lui a infligé une peine de prison avec sursis, et elle l'a purgée à son lieu de travail avec une retenue sur une partie de son salaire. Et sur ce, l'histoire se termine. Partagez votre avis dans les commentaires. Et vous, quelle aurait été votre première réaction si vous aviez découvert une trahison lors d'une soirée entre amis? Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à nous laisser un « j'aime ».